Hein, tu reviens quand tu veux, parce que c'est un peu ici ta scène. Maintenant, on va essayer de maintenir les délais. Timothée a déjà vu son nom apparaître. Je l'incite du coup à nous rejoindre également en musique. Et sous vos applaudissements, Timothée Sylvestre, prospective, technologique, tendance sociétale et signaux faibles. Timothée, la zapette, tu l'as déjà. Le micro aussi, la scène est à toi. Le timer, j'ai un œil dessus. Nickel. Donc, je travaille au commissariat à l'énergie atomique dans le service d'innovation ouverte qui s'appelle WISEPOT. Et donc, je vais vous présenter le résultat d'une étude prospective qui s'appelle Data 2040 sur le futur des infrastructures data center à l'échelle 2040. Et cette étude publique va sortir la semaine prochaine. Donc, vous pourrez aller sur le site du WISEPOT au CEVA ou sur mon compte LinkedIn et vous aurez le lien pour télécharger tout ça. Voilà, donc étude prospective sur l'évolution des infrastructures numériques et des data centers à l'horizon 2040. Juste au niveau des participants, donc on retrouve des participants qui sont ici. Hein. Juste pour vous dire, Eclairion, c'est ceux qui ont fait le data center de Mistral AI. Vous aviez aussi APL qui est un bureau d'ingénieurs de conception de data center et ensuite voilà des différents acteurs qui ont participé à cette étude. Je vois pas si le Crédit Agricole y était également. Alors on a aussi fait appel à des interviews d'autres acteurs, Dataforce, Scaleway, Eviden et Equinix qui sont des acteurs vraiment qui construisent les data centers, mais également des gens des télécoms, Ericsson, Nokia, Schneider sur la partie énergétique. Donc voilà, pour avoir une vision assez large et globale de cet environnement. Alors, on va commencer par les différents modèles de data center. La plupart sont en fait centrés sur le continent américain, également l'Asie et ensuite l'Europe. Vous avez des zones qui commencent à se développer comme Singapour, enfin qui sont assez conséquentes, et aussi les Émirats Arabes Unis. En Europe, on est une concentration de data centers sur 5 villes, donc Francfort, Londres, Amsterdam, Paris, Dublin, avec, vous voyez, des grosses concentrations sur ces villes-là, qui recentrent la plupart des data centers. Après, les modèles, alors j'ai simplifié, hein, on a simplifié, vous avez ce qu'on appelle les single tenant ou entreprises, ensuite les systèmes de colocation et les hyperscalers qu'on retrouve à droite, avec après la typologie selon les mètres carrés, selon la puissance, selon les l'offre de service va varier, mais c'est ces 3 catégories de data center, alors qu'on appelle edge, colocation et hyperscale pour simplifier dans notre étude. La dynamique en Europe, on voit qu'on a quand même une dynamique des pays nordiques qui est à l'œuvre, et c'est eux qui ont la plus forte dynamique. Alors même s'ils partent de plus loin, et les pays du Sud, comme l'Espagne, l'Italie, ont une croissance qui sera plus forte donc les prochaines années. La dynamique mondiale, on se rend compte que les hyperscales grandissent et en proportion, même s'il y a toujours des colocations qui grandissent, en proportion, la part des hyperscalers devient à tendre de plus importante. En Europe, on retrouve cette dynamique des hyperscalers qui se concentre, vous voyez, en Irlande, dans la Hollande, et vous voyez les pays nordiques, notamment la Finlande, qui concentrent un certain nombre d'hyperscalers. Alors, l'arrivée de ces data centers, c'est un peu comme l'allégorie sur comment remplir un vase. On remplit d'abord avec les gros, ensuite viendront les moyens, et en dernier, les petits data centers, le sable. C'est-à-dire, vous avez sûrement entendu parler du edge. On en parlera dans l'étude. Comment le edge va arriver? Il va arriver plutôt après les gros hyperscalers pour remplir les interstices. Alors, au niveau de l'énergie, oui, c'était la slide énergie, c'est quand même le nerf de la guerre. Il y a plein de modèles différents. Vous avez sûrement entendu des prévisions de consommation des data centers dans le monde, avec des chiffres de l'ordre de 1000 TWh, donc d'ici 2030 ou des choses comme ça, ou voire 10 000. Chaque modèle en fait est différent, et il n'y a pas vraiment, même à l'état actuel, en 2025 ou 2024, c'est très dur d'avoir les chiffres de consommation des data centers parce que tout le monde ne les communique pas. Et dans les codes NAF, ou même en France, ils ne sont pas tous répertoriés sur les mêmes sigles.
Nous, on s'est calé sur des études de l'IEA, donc l'Agence internationale de l'énergie, qui fait des estimations sur différents scénarios qui sont optimistes ou pessimistes à l'horizon 2035-2040. Et ce qui nous plaît aussi, c'est que les courbes ne sont pas exponentielles et elles sont aplaties. Parce que des courbes exponentielles, on n'y croit pas trop. C'est-à-dire, dans la nature, l'énergie n'est pas infinie. Et c'est pareil au niveau de la finance. Tout ça, la finance n'est pas infinie, ne va pas financer des hyperscalers, des data centers infiniment. Donc il y a un moment, ça va se tasser. D'autant plus qu'on voit qu'au niveau des performances, des PEI, donc Power Usage Effectiveness, on tend vers 1 avec notamment les hyperscalers qui font des gros progrès d'efficacité énergétique. Donc toute cette consommation d'énergie va se tendre sûrement. Si on regarde aussi les projections dans d'autres secteurs d'activité, c'est pas forcément les data centers qui vont être les plus gros consommateurs d'énergie dans le futur, et notamment des projections sur la climatisation qui pourrait devenir dans le futur un des principaux moteurs de la demande d'électricité. Si on regarde le paramètre clé à l'heure actuelle, c'est le temps de raccordement rapide à l'électricité. Alors on ne parle pas de la mise en œuvre de l'ensemble du data center, mais juste le temps d'accès. Parce que certains vont dire oui, mais en France c'est long et tout de faire un data center. C'est juste le temps d'accès qui est quand même assez bon en France par rapport à d'autres pays. Bien sûr, on a les pays scandinaves qui sont les meilleurs. Aux USA, c'est pas tant l'accès, c'est vraiment le calcul. Et vous avez vu qu'Elon Musk achète des centrales électriques au gaz pour les démonter et les importer pour faire des data centers. C'est vraiment l'accès à l'énergie qui est primordial aux États-Unis. Et même avant, certains constructeurs de data centers disaient on va faire du renouvelable. Maintenant, c'est vraiment on veut de l'énergie. Et que ça soit du gaz ou autre, que ça soit renouvelable, c'est plus leur priorité. Et donc après, vous avez entendu parler de Small Modular Reactor, voire de fusion nucléaire. Microsoft a communiqué sur la fusion. Bon, les SMR, c'est une technologie qu'on ne juge pas mature, même si vous entendez aussi des mises sur le marché bientôt de SMR, pas mature avant 2035, en tout cas en Europe et en France. La fusion, c'est pareil. On voit des startups Commonwealth Fusion qui arrivent. Ça sera pas, on l'imagine pas en prod avant 2050, même si ça s'accélère. Alors, il y a une saturation, ce qu'il faut regarder aussi, électrique dans les villes. Je ne sais pas si vous savez, c'est Dublin, la part de demande d'électricité des centres de données, elle est de 80%. C'est-à-dire que 80% d'électricité dans la ville de Dublin est monopolisée par les data centers. Et donc ça crée des tensions, ça peut créer des tensions locales. Et notamment sur la stabilité du réseau électrique, si on regarde la durée moyenne de coupure d'électricité en heures par an, alors c'est pas des grosses durées, sur une échelle max de 12, on voit que dans les pays nordiques, notamment la Finlande, il peut y avoir des enjeux justement sur la stabilité, le nombre d'heures de coupure d'électricité dans ces pays nordiques. Si on arrive sur le moteur de cette dynamique qui est pourquoi on construit ces data centers, c'est l'IA, c'est le calcul. Et donc si on a fait une réflexion sur le Edge et l'HPC et l'IA, d'abord, les data centers, c'est que quelques pourcents dans les hyperscalers dédiés à l'IA des data centers. Mais c'est eux qui tirent la grosse dynamique, et notamment la consommation. Vous voyez, les serveurs dédiés à l'IA. Et il y a des nouvelles structures de calcul distribué qu'on appelle les néo-clouders ou GPU as a service. On y reviendra plus tard. Il y a une hybridation justement de ces data centers et du monde du high performance computing, avec des architectures avant qui étaient définies pour des data centers, maintenant qui sont définis par l'IA. On a, dans le hardware, ça pose des questions. Et notamment, vous avez sûrement entendu parler du mur de la mémoire. L'IA générative est utilise beaucoup de data, et la gestion de ces data pour l'apprentissage, c'est un goulot d'étranglement majeur. Et si vous voyez les courbes d'augmentation en fonction de la taille des mémoires et des nombres de paramètres qui sont gérés, vous voyez que en fait, on arrive à un endroit où on va avoir un problème. Les nombres de paramètres augmentent beaucoup plus vite que les puissances de calcul des GPU. Et donc, il y a des solutions qui se développent, des solutions pour gérer la mémoire, ça s'appelle mémoire unifiée.
ou avec des standards de Compute Express Link. On a vu aussi des startups, dont Biomemory, qui sont en train de développer des solutions de stockage à ADN avec des projections de stockage de la mémoire à quelques dollars par téraoctet par an. Et donc ça peut changer aussi la donne avec du stockage infini de la donnée. Il y a de plus en plus, ce qu'on voit, c'est des architectures hétérogènes du hardware qui mélangent CPU, GPU, NPU, QPU, peut-être, hein, le quantique, j'en ai pas parlé, mais peut-être qu'en 2040, il fera aussi son apparition et jouera un rôle. Cette hybridation d'architecture hétérogène est vraiment une tendance qu'on voit arriver. Alors maintenant, le edge. La promesse de la périphérie. Donc, c'est comment on peut stocker, traiter l'information au plus près de sa source. Les notions sont quand même mal définies selon qui parle de edge, si on est constructeur de puces ou si on est plutôt fournisseur de cloud. Avec un marché qui est annoncé selon la fondation Linux de 800 milliards de dollars. Différentes infrastructures du edge, hein, donc il y a le far edge, donc vous êtes au plus près de l'objet, et puis plus vous remontez dans les couches, vous avez du near edge, du regional core, du cloud, on y arrive au cloud. Il faut savoir que la dynamique est quand même moindre au niveau des data centers que les hyperscalers. Hein. Le edge, vous avez entendu parler récemment de Ultra Edge, hein, qui a fait des développements en rachetant les data centers de SFR. C'est JP Morgan qui est propriétaire. Donc il y a une dynamique, mais elle est moindre. Et certains sont quand même dubitatifs au niveau des data centers sur le déploiement du edge. Notamment pour le moment à cause de la fiabilité de l'IA générative, des hallucinations. Donc en entreprise, il y aura du edge. La question est à quel niveau ? À quel niveau ? Et certains sont quand même dubitatifs, en tout cas parmi les partenaires industriels qu'on avait autour de l'étude. Alors il y a différentes philosophies, parce que vous avez des fabricants de puces qui vous disent nous, on fabrique donc des puces et il n'y aura pas d'intermédiaire, c'est-à-dire ça va directement aller du calcul du cloud à votre objet connecté. Donc c'est ce qu'on appelle le chip to cloud. Là, c'est chip level. Vous avez bien sûr d'autres acteurs qui disent non, ça passera par nous. Nous, on vend du edge, on vend des solutions, on vend du cloud, donc on va faire différentes solutions. Et ça, c'est les clouders. Hein, ils proposent donc cette structuration de continuum edge to cloud. Et après, vous avez d'autres philosophies, notamment proposées par l'Europe, sur un fluid computing, c'est-à-dire qu'en fait, cette segmentation va être de plus en plus diffuse et vous aurez des agents qui pourront aller en mode edge, mais aussi dans le cloud, faire des calculs, transporter de la donnée. On en reparlera tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui va différencier tout ça ? Qu'est-ce qui va être le juge de paix ? C'est les usages. En fait, est-ce que demain, en 2040, on va avoir ce fameux métavers ? Est-ce que demain, tout le monde aura des lunettes connectées ? Est-ce qu'il va y avoir un usage de masse de la donnée ? Est-ce que les jumeaux numériques vont arriver ? Enfin, est-ce que les véhicules autonomes de niveau 5, on va les voir ? Et ça, en fait, c'est ce déluge de données. C'est la grande question. Et ça peut poser la question effectivement des réseaux qui vont être saturés par des remontées de données et qu'il faudra traiter au plus près parce que sinon, ça ne passera pas à l'échelle. Et une autre question aussi, c'est le modèle économique de l'IA. Vous voyez en fait les investissements qui sont faits en fonction de l'operating cash flow qui sont générés et vous voyez des niveaux d'investissement qui dépassent les niveaux générés de cash flow. Et donc dans la sphère financière, on se dit le retour sur investissement, est-ce que les gens y vont dans l'IA générative parce que c'est la peur de manquer et je dois absolument investir là-dedans parce que sinon je vais louper le virage ? Est-ce qu'il y a une bulle IAgène ou pas ? C'est la question. Alors, pour le moment, on ne la sent pas. D'autres sont un peu dubitatifs. C'est un signal sur lequel on a posé des hypothèses dans notre étude. Un gros sujet, c'est le refroidissement. Le refroidissement, donc, les data centers au niveau mondial, là, on n'est pas sur l'utilisation, mais la consommation. Consommation d'eau, c'est-à-dire l'eau qui disparaît, qui n'est pas réinvestie dans le cycle. Dans le monde, on estime en 2023 110 millions de mètres cubes. Il n'y a pas vraiment de tension, sauf dans certaines zones où c'est critique au niveau du climat et au niveau des ressources de l'eau. Le truc, c'est que pour le moment, l'eau coûte moins cher que l'électricité pour refroidir des data centers. Donc c'est le moyen le plus simple pour refroidir, c'est vous utilisez de l'eau. En France, il y a selon l'ARCEP 0,6 millions de mètres cubes par an. Nous, on estime la consommation d'eau avec en moyenne à 3 à 5 millions de mètres cubes.
En France, il faut savoir que l'utilisation d'eau est relativement modeste par rapport à l'irrigation, certaines industries, l'énergie. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, notamment à Marseille ou sur certains lieux où il peut y avoir des compétitions. Mais en France, la plupart des data centers ont des solutions de refroidissement qui sont économes en eau. Par contre, il y a des challenges. De toute façon, le gros challenge, c'est le heat wall. C'est-à-dire, on va arriver vers des racks de DIA qui font presque 1 mégawatt, donc ça c'est en 2040, hein. Et ça veut dire qu'il y a des densités de chaleur qui sont impossibles à dissiper avec de l'air. Et donc il faudra du refroidissement liquide, du DLC, Direct Liquid Cooling, qui implique des nouvelles, voilà, là vous avez un exemple de module, des nouvelles stratégies pour le refroidissement. Bon, après, ne pas utiliser l'eau potable. Et le problème aussi, c'est les températures de sortie pour valoriser la chaleur des data centers qui est souvent trop basse et qui doit être remontée pour pouvoir être valorisée directement dans des réseaux de chaleur. Il y a une évolution sur la diminution de la consommation d'eau. Certaines associations à l'Europe veulent arriver à des consommations limites de 0,4 litres par kilowattheure. Bon, c'est contraignant, mais voilà, c'est des tendances. Le télécom, alors je vais aller vite, c'est des risques. La plupart des réseaux, pour le moment, sont utilisés, vous le voyez, pour la vidéo. Et en fait, a priori, ça passe dans les scénarios, sauf si on a cette explosion potentielle dont je parlais tout à l'heure, des usages avec les casques de réalité virtuelle qui peuvent qui devront redimensionner les télécoms. Alors on a une virtualisation des réseaux avec des architectures virtual RAN, Open RAN. On a un désengagement aussi dans les infrastructures des telcos. Je vous ai parlé de SFR qui a vendu à Ultra Edge. Il y a aussi des nouvelles briques comme les satellites. Et Starlink a racheté EchoStar pour devenir un opérateur. Donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a une virtualisation et une hybridation des réseaux, le tout orchestré par plus en plus d'IA. Alors, c'est un atout. En fait, la question, c'est qui va capter la valeur de tout ça. Il y en a qui vont rester au simple rôle de fournisseur de tuyaux et d'autres qui vont capter la valeur de l'IA. Alors, on a quand même des acteurs majeurs en Europe sur les télécoms, que ce soit Ericsson, Nokia, des acteurs du câble. Et ils peuvent jouer un rôle dans cet aspect souveraineté, dans l'aspect aussi de garantir des faibles latences et garantir de la résilience dans les boucles locales. Vous allez me dire pourquoi maintenant je parle de minage et de blockchain. Quel rapport avec l'IA et les data centers? Le Bitcoin et l'IA, il y a un pivot qui se fait vers le HPC. Là, je ne sais pas si vous voyez, c'est du minage de Bitcoin à la sortie des torcheurs dans des stations de pétrole aux États-Unis. Et c'est Crusoe Energy, en fait. Et eux, ils font du minage de Bitcoin en réexploitant le gaz torché, non torché. Et c'est eux qui ont été sélectionnés par OpenAI pour faire le gros projet de data center Stargate de 5 gigawatts au Texas, à Abilene. Pourquoi c'est eux qui ont été sélectionnés? Parce qu'ils ont l'habitude de gérer du calcul haute densité, off-grid, en dehors de toute connexion réseau électrique. Il y a tous ces acteurs du minage qui sont en train de faire le pivot, et on les appelle les néo-clouds, que ce soit des Crusoe, des CoreWeave, des Hive, des Marathon, et qui développent des croissances énormes. Et c'est des gens qui ont shifté, qui vont du Bitcoin sur le HPC IA et les data centers. Et en plus, ils font de la flexibilité énergétique. Au Texas, il y a énormément d'énergie renouvelable, que ce soit des panneaux solaires ou des éoliennes, et ça crée à un moment des surproductions à certaines heures de la journée, et il faut absolument absorber cette énergie. Et les mineurs disent « Ok, nous, on va vous aider, on va absorber, on va arrêter de miner, donc on va lisser l'énergie, mais en même temps, vous nous payez pour ça. » Donc c'est double, ils gagnent 2 fois, et ils développent aussi, certaines sociétés, des services d'arbitrage énergétique. À un moment, ils swiftent sur le minage, et après, ils shiftent sur du calcul IA, HPC. Et donc, en fait, vous avez sûrement vu passer cet été le rachat d'Exaion, la filiale de EDF, par Mara. Mara, c'est la 2e plus grosse acteur de Bitcoin, de minage de Bitcoin aux États-Unis. Pourquoi ce rachat? Est-ce que c'est juste pour développer les capacités de calcul de la France? Ou est-ce que vous pensez que derrière, il y a une autre volonté un peu d'avoir des capacités de calcul justement dans cet arbitrage énergétique, sachant qu'on en parlait, on est excédentaire en énergie. Donc c'est juste une question. Après ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire de minage et tout ça, je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a quand même ce mouvement qui est à l'œuvre des mineurs
sur le HPC, les data centers et l'IA. Et là, je vous parle juste, voilà, en parenthèse, hein, c'est pas quelque chose, c'est anecdotique, mais les DePIN, les Decentralized Physical Infrastructure, ça utilise la blockchain. Alors la blockchain, il n'y a pas que le Bitcoin. Pour avoir des infrastructures qui sont mises en réseau, vous pouvez mettre à disposition des ressources de calcul et vous êtes rémunéré en token. Donc là, vous avez du Tokenized GPU Compute, ATH. Ils ont cette offre-là. Mais vous avez plein de choses qui existent aussi pour le stockage, pour le rendu de graphiques ou des choses comme ça. Et c'est un intérêt pour le maillage distribué de ressources physiques partagées qui pourrait offrir aussi une alternative souveraine lorsque vous mettez des ressources de calcul en réseau pour l'usage. Alors voilà, on en arrive maintenant à la souveraineté, la géopolitique et la résilience qui sont des enjeux forts dans le milieu des data centers. Et c'est une arme géopolitique. Vous avez vu la régulation des exportations des GPU NVIDIA pour la Chine. Finalement, ils ont fait machine arrière. TSMC, comment demain on va utiliser, si la Chine envahit Taïwan, les semi-conducteurs. Bon, là, c'est la dynamique du cloud américain. Les Américains sont quand même beaucoup plus dynamiques dans leur croissance en Europe que les Européens eux-mêmes sur le marché des data centers. L'autonomie stratégique, la souveraineté, c'est une illusion. On a parlé, la souveraineté totale. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas dépendre ne pas avoir le hardware, ne pas avoir... Mais par contre, il faut diversifier ses dépendances, il faut segmenter ses données, il faut choisir des solutions labellisées, Secnum Cloud. On peut s'appuyer sur des technos open source, on en avait parlé tout à l'heure. Et il y a des initiatives justement au niveau de l'Europe pour acquérir cette souveraineté sur du calcul. Et c'est une coordination qui de toute façon doit se faire à l'échelle européenne. La résilience, c'est important. Dans un contexte de guerre hybride, de crise climatique, il ne faut jamais oublier la résilience des systèmes digitaux, vous en avez parlé tout à l'heure, et avoir des infrastructures hybrides qui sont non interdépendantes. Si votre réseau télécom tombe, il ne faut pas que ça fasse tomber votre réseau énergétique, et réciproquement. Donc le cloud européen à l'épreuve du climat, on a fait travailler Transition Data Lab qui nous a sorti des cartes intéressantes aussi sur, en fait, même dans l'Europe du Nord, vous voyez que la plupart des centres de données sont quand même au niveau là où il faut plus frais, mais vous voyez qu'avec le réchauffement climatique, il y a des zones, même dans l'Europe du Nord, même en Finlande, qui vont avoir des pics de surchauffe et qui vont entraîner des surconsommations. Voilà, les data centers aussi face au stress hydrique. Vous voyez dans le nord de l'Europe, notamment en Allemagne, il y a déjà au niveau du stress hydrique, alors ils manquent pas d'eau, mais comme il y a des utilisations dans l'industrie d'eau et beaucoup de personnes, ça crée des stress au niveau de l'utilisation d'eau. Alors les scénarios, je ne vais pas les détailler, vous pourrez aller sur l'étude. Il y a un scénario sur les hyperscalers, alors c'est avec un niveau de segmentation du monde. Là on est dans un monde assez bipolaire. Là, vous avez un monde qui se segmente un peu plus, donc avec des modes de data center qui sont opportunistes. Là, vous avez un modèle européen qui intègre des énergies renouvelables, du stockage hydrogène, des batteries energy as a storage system, et enfin un mode frugal où vous avez des data centers qui vont être plus locaux, qui vont avoir une alimentation locale. Et je termine sur ma conclusion. Donc, si on regarde dans le digital, il y a eu des cycles de centralisation, décentralisation. Au début, les gros ordinateurs, c'était des mainframes, ils étaient assez centralisés dans des grosses salles informatiques avec des cartes perforées. Et puis, il y a eu les mini-ordinateurs, les micros personnels. Donc, ça a permis de décentraliser. Ensuite, avec Internet, vous avez eu des serveurs. Donc, ça, on est revenu sur une centralisation. Après, vous avez des technologies comme Spark, comme Java, qui ont délocalisé sur des stations. Puis, on est revenu vers le cloud avec une forte centralisation. Est-ce que demain, on va revenir vers un edge et donc avec des calculs, des data servers qui vont être edge ou... C'est toute la question de conclusion. Oui, et si je peux en avoir une minute, non. Bon. C'est bon. Il y a eu la même centralisation, décentralisation dans l'énergie. Donc maintenant, on a des sites multi-énergétiques. Et en fait, si on se pose la question, si vous voyez l'énergie centralisée par rapport à une énergie locale, ou un digital qui est centralisé par rapport à un digital distribué, vous voyez qu'en fait, il y a différentes futurs qui se projettent et qu'il y a un nouveau paradigme, en fait. Si vous aviez entendu parler de data is the new oil, maintenant on a compute is the new oil. C'est-à-dire que le monde s'oriente vers une infrastructure globale où les frontières entre le calcul, la donnée et l'énergie s'effacent progressivement.
Dans ce modèle distribué, les ressources seraient plus gérées en silo, mais orchestrées dynamiquement au sein d'un même réseau fluide et interconnecté. C'est un nouveau paradigme de continuum digital énergie. Là, vous avez un exemple sur NVIDIA qui utilise ce continuum et la digitalisation du monde de façon inéluctable. Est-ce qu'on veut un futur désordonné où l'infrastructure suit les seuls signaux de marché et la recherche de profit au risque de multiplier les vulnérabilités, les fractures et les impasses écologiques, ou un futur coordonné où la puissance de calcul est pensée comme une ressource stratégique et partagée, mise au service de la transition énergétique, de la connaissance scientifique et de la résilience territoriale du bien commun. Ne jamais oublier la résilience. La question, c'est pas de combien nous devons ou pouvons-nous croire, mais comment faire du continuum digital énergie un système symbiotique, stable, soutenable, et plutôt qu'un facteur de fragilité supplémentaire. Désolé pour le... Ça valait la minute, voilà. Parce que c'est effectivement ça. Ça prête à réflexion juste avant le déjeuner. Very good job, comme disent les anglo-saxons, bravo. Hein.